Bonjour Katayoun Panahi et merci de nous recevoir dans vos locaux à Saint-Denis. Bonjour Séban, bienvenue. Merci. Vous avez accepté de nous livrer aujourd'hui votre témoignage, votre vision sur les grands enjeux de la ville de demain dans le cadre du baromètre Arthur Lloyd. Pouvez-vous peut-être avant cela vous présenter en quelques mots ? Alors en quelques mots, je suis ingénieure de formation, j'ai occupé quelques fonctions aussi bien dans l'administration de manière générale, aussi bien au sein des services de l'État, en services déconcentrés, en administration centrale, en cabinet ministériel. J'ai ensuite eu le plaisir de diriger l'établissement public qui gère le quartier d'affaires de la Défense, où les sujets justement d'attractivité, de résilience sont assez prégnants. Puis j'ai dirigé une collectivité territoriale, le département des Hauts-de-Seine, qui mène aussi une politique d'attractivité par l'investissement, notamment des investissements structurants, avant de rejoindre le COMEX du groupe SNCF, dont je dirige désormais la branche immobilière. Le groupe SNCF est un grand propriétaire, puisque nous disposons de 8 millions de mètres carrés de bâtiments et de 30 000 hectares de foncier aménageable. Certains spécialistes évoquent aujourd'hui une révolution des usages dans l'immobilier, en particulier dans l'immobilier de bureaux. Comment la crise du Covid a-t-elle changé les modes de travail et y a-t-il des conséquences sur la stratégie d'implantation des sites tertiaires de la SNCF en région ? Alors effectivement, vous avez raison, la crise du Covid a bouleversé les modes de travail en accélérant très fortement le déploiement du télétravail. Le télétravail est aujourd'hui en train de recomposer complètement le paysage national avec des problématiques d'aménagement justement du territoire et de déplacement de population et est en train aussi de profondément transformer évidemment les méthodes de travail en interne à l'entreprise. Et il nous faut désormais pouvoir accompagner ces transformations. Et le groupe SNCF, qui a toujours, de tout temps, depuis l'avènement du chemin de fer, accompagné la société française dans ces transformations, va continuer à le faire pour tenir compte des nouveaux enjeux liés au télétravail, à la fois pour offrir de nouveaux espaces de travail à l'ensemble des Français, à l'ensemble des salariés, à travers des tiers-lieux, des espaces de coworking sur notre foncier, dans notre patrimoine, mais aussi pour nos propres salariés. On va retravailler les espaces de travail avec un double objectif. L'objectif, d'une part, de mieux répondre aux nouveaux usages liés au télétravail. C'est vraiment la question de l'intensité d'usage dont on parle beaucoup dans la fabrique urbaine aujourd'hui. Il est un peu regrettable d'avoir des bureaux individuels sous-occupés, occupés quasiment que la moitié du temps, et à côté de cela, des espaces collectifs, des salles de réunion ou des espaces de convivialité qui sont surbookés. Il faut vraiment retravailler à des espaces dynamiques, plus flexibles, permettant cette intensité d'usage. Et deuxième objectif, un objectif d'optimisation évidemment, avec en tout cas le choix qui a été fait au sein du groupe SNCF de réduire l'empreinte tertiaire de 30%, de manière à réduire aussi la facture immobilière et réduire aussi notre impact environnemental par la même occasion. Et donc ça, on le fait sur un certain nombre d'opérations, comme on l'a fait par exemple à Sotteville-lès-Rouen, où on a transformé en nouveau campus tertiaire un ancien site industriel et on a aménagé 3 grands bâtiments de 12 000 m² dans lesquels on a regroupé les 6 établissements qui étaient autrefois éparpillés sur une trentaine de sites. Donc ça nous a permis de libérer 31 sites que nous avons pu soit céder, soit déconstruire, soit résilier les baux. Et alors ce travail-là, nous le faisons à l'échelle de toutes les grandes villes, de toutes les métropoles, à travers des schémas directeurs tertiaires qui tiennent compte des échéances de baux. Et nous le faisons par exemple, pour citer un exemple, sur l'Île-de-France, sur une échelle assez inédite, pour ce qui concerne le groupe en tout cas, puisque nous avons des campus, notamment sur le territoire de Saint-Denis, de 310 000 m², pour lequel nous sommes en train de revoir complètement les schémas directeurs, les aménagements des espaces, et ça va impacter 10 000 salariés du groupe. Restons sur le thème de l'immobilier si vous le voulez bien. Le groupe SNCF s'est justement fixé un objectif ambitieux de diviser par 2 dès 2030 les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'immobilier pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Quelles mesures prend SNCF Immobilier pour réduire son empreinte carbone, accélérer la sobriété énergétique et favoriser un immobilier durable, à la fois dans sa propre occupation, mais aussi dans ses projets? Alors effectivement, le groupe SNCF respecte, comme l'ensemble des propriétaires, les obligations du décret tertiaire, qui consiste à réduire de 40% nos consommations énergétiques d'ici 2030. Mais on s'est fixé un objectif encore plus ambitieux, qui est celui de réduire de 50% notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de nos bâtiments, sur la même échelle de temps, c'est-à-dire d'ici 2030. Et pour ce faire, évidemment, la rationalisation du parc que je viens d'évoquer est évidemment un levier majeur, puisque dès lors que vous réduisez la surface occupée, mécaniquement vous réduisez les consommations énergétiques afférentes. Mais on a évidemment tout un tas d'autres leviers pour pouvoir atteindre ces objectifs de neutralité carbone, notamment en ce qui concerne la rénovation de nos bâtiments. Chaque fois que nous entreprenons la rénovation d'un bâtiment, nous nous attachons à rénover aussi complètement tout le système de chauffage, par exemple, pour faire en sorte d'être moins tributaire des énergies carbonées. C'est ce que nous faisons aussi quand nous rénovons les campus de formation de notre filiale SNCF Réseau, puisque nous en profitons pour équiper ces campus de panneaux photovoltaïques qui permettent aujourd'hui d'assurer 80% de la consommation énergétique. C'est ce que nous faisons aussi quand on change les ampoules traditionnelles par des LED. Ce qui nous permet, par exemple, pour illustrer mon propos, sur le technicentre de Nevers, d'économiser à peu près entre 50 et 60 tonnes de CO2. Et alors, d'une manière plus générale, nous allons au-delà, puisque nous intégrons désormais dans nos décisions et dans les dossiers d'analyse de nos choix d'investissement, des indicateurs qui permettent de mesurer le caractère des projets à être vertueux en matière de décarbonation. Donc, aux côtés des indicateurs financiers traditionnels, nous intégrons désormais le PIC, le prix interne du carbone, et le CAC, le coût d'abattement carbone, qui sont des indicateurs nouveaux pour nous, mais qui permettent d'avoir une analyse multicritère et de pouvoir compenser le surcoût d'un projet. SNCF Immobilier a l'ambition de prendre part, je cite votre leitmotiv, à la fabrication de la ville sobre, résiliente, solidaire et inclusive. Katayoun Panahi, pourquoi ces enjeux en particulier sont-ils les piliers de la ville de demain pour lui permettre de s'adapter aux grands défis du XXIe siècle ? Disons que l'étendue de notre patrimoine foncier et immobilier nous oblige, et nous sommes parfaitement évidemment conscients de notre responsabilité environnementale et sociale avec un patrimoine aussi étendu, si bien que l'on ambitionne véritablement d'être acteur d'une ville qui soit à la fois plus sobre, plus résiliente, plus solidaire et inclusive. Et ce ne sont pas que des mots, derrière, ça se traduit en actions très concrètes. Chacun de ces adjectifs, alors permettez-moi de les illustrer peut-être. La sobriété, évidemment, elle passe par la réutilisation de foncier délaissé, mais elle passe aussi par un certain nombre de partenariats ou d'actions très concrètes. Notre aménageur, notre filiale Espace Ferroviaire, par exemple, est le premier aménageur à prototyper l'outil Urban Print d'approche carbone, de la conception à la réalisation d'un quartier. Et nous avons aussi développé des partenariats avec le booster du réemploi, par exemple, pour réutiliser les matériaux avec un objectif de 70 à 80% de réutilisation de matériaux sur site, ou avec le BRGM, par exemple, le Bureau des ressources géologiques et minières, pour examiner le potentiel de nos fonciers en matière de réutilisation de matériaux et de fertilisation des sols. On a aussi des partenariats avec un partenariat avec Fibois pour porter notre ambition
de 40% de surface de plancher en bois biosourcé sur nos opérations parisiennes, par exemple. Les écomatériaux, du coup, qui font partie intégrante de vos projets. Absolument. Donc ça, c'est pour illustrer vraiment la sobriété. Ensuite, en ce qui concerne la résilience, évidemment que nous avons aujourd'hui, tous les acteurs de la fabrique urbaine ont l'obligation d'essayer d'anticiper l'avenir et les nombreuses, sans doute, futures crises auxquelles nous devrons répondre, en tout cas les défis que nous aurons à relever, en prévoyant dès la phase de conception la réversibilité des bâtiments. C'est ce que nous faisons par exemple sur l'immeuble tertiaire Le Messager que nous allons livrer à Paris dans le 12e arrondissement, qui est un immeuble de bureau, mais qui dès la conception est d'ores et déjà prévu d'être réversible le moment venu, si besoin était, en logement. Et puis enfin, sur le caractère d'inclusivité, de solidarité, je pense qu'il est très important aujourd'hui d'éviter d'aggraver les fractures sociales et territoriales dans la ville de demain. On le voit bien, pas toujours évident de concilier le fameux triptyque social, économie, écologie, et ce sont parfois des forces assez antagonistes, on le voit bien, à chaque fois qu'on veut développer par exemple l'écologie, préserver la biodiversité, faire de la renaturation en ville, eh bien on a tendance parfois à neutraliser du foncier et à ne pas pouvoir y réaliser les logements qui seraient nécessaires. Ce faisant, on va augmenter le coût du foncier et donc on va finalement reléguer en périphérie les personnes les plus vulnérables ou qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'offrir du foncier à ce prix-là. Et donc justement, pour éviter ces forces antagonistes, on a le devoir d'œuvrer en faveur d'une ville qui soit aussi inclusive et solidaire. Et c'est ce que nous nous attachons à faire au sein des SNCF Immobilier. Le groupe SNCF est évidemment un acteur majeur des mobilités. Quelles sont les synergies, la pertinence d'une double expertise, à la fois dans le transport et dans l'immobilier, et en quoi cela permet-il d'appréhender l'aménagement urbain de manière différente ? Le fait que le groupe SNCF soit l'opérateur ferroviaire historique et qu'il soit le deuxième propriétaire foncier de France est évidemment un atout et nous confère une expertise dans le domaine global de l'aménagement du territoire, puisque ces deux activités, le foncier, l'immobilier et les transports, sont très complémentaires. Je prends par exemple la stratégie du x2, stratégie qui consiste à vouloir aujourd'hui doubler la part modale du ferroviaire dans le mode global des transports, partant du principe que un trajet qui est réalisé en transport collectif émet 30 à 40 fois moins de CO2 que le même trajet réalisé en véhicule individuel, et qu'une tonne de marchandises transportée par le fret émet 9 fois moins de CO2 que la même tonne transportée par camion sur la route. Et pour autant, malheureusement, le transport ferroviaire ne représente aujourd'hui que 10% de la part modale dans l'ensemble des transports, 85% revenant à la route. Et donc notre objectif, c'est de doubler cette part modale, de passer de 10 à 20% pour décarboner les transports. Et bien, pour ce faire, on peut agir sur deux piliers. On peut agir évidemment sur l'offre de transport, sur la tarification, sur les plans de transport, mais on peut aussi agir sur le foncier et l'immobilier, et notamment en transformant les anciennes friches ferroviaires qui sont situées en cœur de ville, à proximité des gares, et en les transformant en nouveaux quartiers présentant toutes les aménités. On va concentrer les activités et l'habitat à proximité des gares, et on va donc faciliter l'usage du ferroviaire. Donc on voit bien combien ces deux activités sont très complémentaires pour pouvoir agir sur l'aménagement du territoire au sens large. Vous parliez à l'instant des activités d'espace ferroviaire, votre filiale qui vise notamment à régénérer et à valoriser les fonciers ferroviaires. Quelle est votre approche sur la reconversion des friches ? On parle beaucoup notamment d'urbanisme transitoire, d'occupation temporaire, de réemploi, de recyclage urbain aussi, et même de mutualisation des usages. Ces concepts ont-ils une place dans vos actions ?
Il y a déjà une dizaine d'années, nous avons développé les premières opérations d'urbanisme transitoire partant du fameux concept d'intensité d'usage. On trouvait assez regrettable entre le moment où un projet est à l'étude et le premier coup de pioche sur le chantier. Il peut parfois s'écouler plusieurs années et pendant ce temps-là, on laissait des bâtiments ou des fonciers en déshérence et ça nous semblait assez regrettable. En tout cas, ça ne permettait pas d'aller dans le sens de cette sobriété foncière ou utiliser le moindre mètre carré peut être intéressant. Et donc, on a commencé à développer des opérations qui, au départ, permettaient de pouvoir aller dans le sens de cette fameuse ville inclusive et solidaire en y intégrant souvent de l'économie sociale et solidaire, en réimplantant la production, de l'artisanat dans des territoires qui étaient dévitalisés, par exemple. Et petit à petit, en ayant ce retour d'expérience, on a aujourd'hui une quarantaine de sites d'urbanisme transitoire qui ont pu accueillir jusqu'à 4 millions de visiteurs aujourd'hui. Et fort de cette expérience, donc, nous avons commencé à repenser le modèle pour trouver justement un modèle économique qui soit viable et qui permette de pouvoir accueillir sur ces sites à la fois des tiers-lieux, des espaces de partage, d'échange, de convivialité, des espaces aussi culturels, des espaces de production, des espaces associatifs. Donc ça nous a permis de repenser le modèle économique, les durées aussi de conventions d'occupation, et si bien qu'aujourd'hui on est de moins en moins dans un urbanisme transitoire et de plus en plus dans un urbanisme de transition, puisqu'on essaye d'implanter aussi dans ces opérations, dans ces programmations, de tester des affectations qui pourraient être reprises dans la programmation, dans le projet définitif. Ce sont aussi des occasions pour innover à tout point de vue, en termes de méthode de travail, en termes de participation du public. C'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple, actuellement dans la gare désaffectée de Lunel, à côté de Montpellier, dans l'Hérault, où on a mis en place une permanence architecturale qui travaille avec les riverains, avec la population, à ce que pourrait être la programmation, l'affectation de cette gare désaffectée, en testant différentes affectations, différents usages, pour voir comment l'écosystème local réagit à ces usages et pour essayer de définir justement l'usage qui sera le plus approprié, le plus pertinent. Ça permet de renforcer l'adhésion du coup des habitants, des riverains, peut-être sur ce Absolument. En fait, la ville de demain ne peut se construire qu'avec les habitants. Et donc, ça permet vraiment de tester toutes les méthodes aussi de participation du public au choix. Restons, si vous le voulez bien, sur la transformation du foncier ferroviaire. Comment le développeur urbain que vous êtes arrive-t-il à concilier d'un côté la nécessaire densification de la ville, vous le soulignez tout à l'heure, pour éviter l'artificialisation des sols en périphérie et donc l'étalement urbain, et de l'autre, l'aspiration des citadins à davantage de nature en ville? Alors, le foncier ferroviaire présente l'avantage de permettre justement de concilier ces deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires, tout simplement parce que notre foncier présente un atout considérable qui est celui d'être très largement imperméabilisé, artificialisé, voire même souvent très pollué. Parce que finalement, à chaque fois que l'on transforme, qu'on utilise notre foncier ferroviaire pour le transformer en quartier, eh bien c'est autant d'espaces de foncier naturels, agricoles ou forestiers en moins qui sont artificialisés par ailleurs, parce qu'on utilise des sols qui le sont déjà. Et en plus, c'est doublement vertueux parce que non seulement c'est autant de mètres carrés artificialisés en moins par ailleurs, mais en plus, dans chacune de nos opérations de transformation de notre foncier, on va saisir l'occasion pour reperméabiliser des sols qui avaient été imperméabilisés, puisqu'on va revégétaliser en pleine terre, notamment quand on se trouve en zone urbaine dense, pour renaturer en ville, pour favoriser la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur qui permettent, et les épisodes caniculaires récents nous l'ont démontré, qui sont vraiment salutaires et qui sont indispensables. Donc on œuvre à la fois en faveur du ZAN, du zéro artificialisation nette, qui est posé par la loi climat et résilience, et en plus on favorise la biodiversité et on réalise des puits de capture du carbone. Katayoun Panahi, vous militez pour intégrer la création d'une valeur environnementale et sociale dans les opérations d'aménagement urbain. Pourriez-vous nous en dire plus et en quoi cette conception diffère-t-elle
d'une approche, on va dire, d'aménagement plus classique? Il me semble effectivement qu'aujourd'hui, le modèle de valorisation foncière dont nous avons hérité, ce modèle-là est totalement révolu et ne permet plus de répondre aux enjeux et aux défis que nous avons à relever, défis énergétiques, défis climatiques, tout simplement parce que la valeur du foncier aujourd'hui repose sur sa constructibilité. Ça répondait effectivement aux objectifs de la période de reconstruction d'après-guerre, de la période des 30 Glorieuses, la société de consommation. Aujourd'hui, on l'a dit, on a besoin de rechercher la sobriété foncière et pour ce faire, on a besoin de revoir complètement le modèle de valorisation foncière pour y intégrer des indicateurs environnementaux et sociaux. On ne peut plus se contenter du fait que la valeur du foncier repose sur sa constructibilité parce que, on l'a vu tout à l'heure, si on veut répondre au triptyque écologie, économie et sociale, bien on voit bien sur une même parcelle, quand on veut à la fois faire du logement social pour répondre aux besoins de logement de nos concitoyens, surtout en zone tendue. Si on veut en même temps, pour lutter contre le dérèglement climatique, sur cette même parcelle de foncier, faire des espaces verts pour favoriser la biodiversité et lutter contre les îlots de chaleur, eh bien derrière, si on veut aussi pouvoir boucler le modèle économique, on s'aperçoit que malheureusement, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et alors on peut y arriver, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de négociations, parce qu'il faut négocier avec les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs, pour que chacun fasse un effort. La collectivité territoriale qui porte aussi le projet avec nous va faire un effort de son côté. Chacun va essayer de mettre du sien pour réussir à faire converger le projet, mais ça prend beaucoup de temps. Or, les rapports successifs du GIEC nous le démontrent, le temps nous est compté désormais, on n'a plus le temps, l'urgence est là, et si on veut pouvoir accélérer justement la réponse aux enjeux, on a besoin de revoir le modèle. Ce nouveau modèle, il est possible, pour y intégrer des critères environnementaux ou sociaux. On travaille en ce moment même à un certain nombre de pistes, dans le cadre des réflexions qui sont menées aussi par le ministère de la Transition écologique. Il y a des pistes fiscales qui existent, il y a des pistes de compensation environnementale, il y a des pistes crédit carbone, label carbone, enfin, il existe toute une panoplie de possibilités et donc nous essayons, nous militons pour que ce modèle puisse évoluer pour pouvoir accélérer la réponse aux enjeux. Pourriez-vous peut-être finir sur un exemple concret de vos actions de transformation de friches ferroviaires et en quoi cette opération contribue à une approche plus durable de l'immobilier ? Alors, tous nos fonciers ne sont pas nécessairement transformables en nouveaux quartiers ou en opérations d'urbanisme transitoire. On a parfois aussi des fonciers qui sont très contraints, d'anciennes gares de triage par exemple, qui se retrouvent complètement enclavés entre des faisceaux ferroviaires. Et dans ce cas-là, par exemple, eh bien, on essaye aussi d'utiliser ce foncier néanmoins pour pouvoir relever les défis de la transition écologique et énergétique. C'est ce qu'on fait par exemple quand on transforme ces fonciers-là en fermes solaires. On l'a fait à côté du Mans il y a peu de temps. On a livré une ferme solaire avec plus de 500 panneaux photovoltaïques sur 17 hectares. Ferme qui permet de produire 11 400 MWh par an, c'est-à-dire la consommation, l'équivalent de la consommation de 4 500 foyers, ce qui permet de pouvoir économiser 5 000 tonnes de CO2 chaque année. Très bien, bel exemple en effet. Le photovoltaïque est un exemple et la loi sur les énergies renouvelables qui est en cours de discussion au Parlement nous aidera certainement à faciliter, à favoriser ce type de projet. Ketayoun Panahi, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu à nos questions sur les grands enjeux de la ville de demain. Merci à vous, à très bientôt.